Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour faire des commentaires sur des faits d'actualité importants et puis pour faire un travail de déconstruction. Et vous pouvez écouter les émissions sur les ondes de RFA, Radio Fréquence Atlantique, 88.3, 93.6 et 105.9. Et puis, vous suivez également sur Internet, rfaradio.fr. Enfin, l'émission est filmée et vous en disposez sur Facebook et YouTube à partir d'après-midi. Donc, aujourd'hui, je vais m'arrêter sur des faits qui concernent principalement le massacre des Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, les réactions au niveau international. Et en partie déconstruction, nous allons réfléchir sur les moyens de faire avancer l'humanité. Donc, tout de suite, je vais commencer par une affaire qui secoue la France. Une enseignante qui a été suspendue et qui se trouve devant une procédure administrative pour avoir organisé une minute de silence à l'intention des victimes, des enfants qui sont tués en Palestine et dans sa classe. Et le plus important, c'est que cette enseignante dit que c'est à la demande de ses élèves après qu'elle ait parlé des questions internationales. Et donc voilà que cette personne est sanctionnée. Évidemment, il y a des manifestations de soutien, des dénonciations. Mais cet incident-là nous signifie que indépendamment de toutes les hypocrisies, les déclarations soi-disant solidaires faites par des gouvernements des pays impérialistes occidentaux, dans le fond, ils soutiennent par tous les moyens Israël et ils veulent empêcher aux voix dissidentes de s'exprimer. On a déjà parlé des manifestations interdites, de toutes les répressions qui sont faites contre des militants pro-palestiniens, non seulement en France, mais dans l'ensemble des pays occidentaux, je pense aux États-Unis, etc. Cette hypocrisie doit être dénoncée. Parce qu'aujourd'hui, les manifestations populaires sont tellement puissantes que les gouvernements sont obligés de changer leur langage. Les médias sont obligés de parler de la réalité parce qu'ils sont totalement discrédités et vraiment les fascistes israéliens vont trop loin, ils se permettent tout, il n'y a plus de limites. Donc, dans l'opinion, il y a cette protestation qui pousse les gouvernements à prendre des positions hypocrites, disons ça comme ça. Je reviens sur l'exemple de cette enseignante qui est sanctionnée pour avoir fait une minute de silence, en rappelant que lors des attentats du World Trade Center, les rectorats ont imposé à tous les établissements scolaires de faire une minute de silence en mémoire des victimes du World Trade Center, de l'attentat terroriste. Donc, on voit bien que ce n'est pas un problème de laïcité, un problème de politique, c'est un devoir d'humanité qui a été exprimé. Permettez-moi de rappeler qu'à cette époque, j'étais encore enseignant, et dans mon collège, on avait réuni tous les élèves dans la cour, avec God Sodo, avec l'intervention du chef d'établissement, pour appeler à faire cette minute de silence. En tant qu'enseignant, j'ai demandé au principal du collège l'autorisation d'intervenir. Et ce jour-là, j'ai dit à tous les élèves, à tous les enseignants qui étaient là, la vie humaine est valable pour tous les peuples. Cette semaine-là, il y a des enfants palestiniens qui ont été écrasés par l'armée israélienne. Il y a des milliers de morts depuis des dizaines d'années. Donc, je vous demande, je suggère que la minute de silence concerne autant les victimes du World Trade Center
que les enfants palestiniens. Donc, vous imaginez que, d'ailleurs, ça a été très bien accueilli par l'administration et les collègues. Il faut dire que c'était un collège quand même assez progressiste. Donc, pour dire que il n'y a aucune raison de sanctionner cette dame qui n'a commis aucune faute professionnelle, il s'agit là de faire pression pour empêcher que les gens ne dénoncent Israël. Sur le terrain, on voit qu'il y a vraiment une fuite en avant de l'extrême droite qui annonce de nouvelles colonies en Cisjordanie, qui continue à bloquer l'aide humanitaire internationale, et il n'y a aucune sanction sérieuse, aucune contrainte qui n'est faite à l'égard de cet État fasciste. Comparez cela avec les commentaires des journalistes, avec les sanctions qui sont prises contre la Russie ou contre d'autres pays, quand il ne s'agit pas de l'allié israélien. Donc, ça doit nous montrer qu'on est à un niveau où la situation internationale est totalement bouleversée. Les pressions populaires poussent les gouvernements à agir, mais certains gouvernements agissent, je ne pense pas spécifiquement pour des raisons hypocrites, mais parce qu'ils se rendent compte que c'est tout le système qui est menacé et qu'il s'agit d'une guerre internationale qui se déroule autour de la question palestinienne. Ce n'est pas un hasard si dans tous les pays, des manifestations aussi puissantes se font. Aux Pays-Bas, 300 000 personnes se manifestent en soutien aux Palestiniens. Ce n'est pas un hasard si le gouvernement espagnol invite une dizaine de chefs d'État pour dire maintenant ça suffit, il faut prendre des sanctions. C'est parce que on se rend compte que c'est vraiment une cause internationale et que beaucoup de conflits vont se greffer sur cette question palestinienne. Et puis, il y a les manifestations où Israël est rejeté de partout, des contrats économiques qui sont cassés, un ambassadeur qui est chassé de l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal, etc. Il y a une mobilisation internationale puissante. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que cette haine contre l'armée d'occupation israélienne ne doit à aucun moment toucher notre humanité et pousser, comme certains le font, à rejeter la population juive, les Israéliens, la religion juive, les Juifs en général. Vous avez déjà entendu, comme moi-même, certains ultras qui disent Hitler avait raison, il aurait dû continuer le travail. C'est abominable. C'est tomber dans le piège des extrémistes et des impérialistes. Parce que les médias occidentaux s'acharnent à cacher ce qui se passe en matière de résistance des Juifs contre le génocide. C'est vrai qu'on parle souvent des familles d'otages qui disent arrêtez la guerre pour que nos otages reviennent, laissant entendre que c'est pour des raisons d'intérêt propre qui se mobilisent, mais il est caché des manifestations qui se font contre la guerre, contre Netanyahou, avec des drapeaux palestiniens. Il faut reconnaître les droits des Palestiniens. Il y a des survivants de l'Holocauste, des familles qui sont un peu partout dans le monde, qui interviennent pour dire que c'est pas notre nom, c'est pas la religion juive, c'est pas nous ne voulons pas arrêter ce massacre. Et les médias se plaisent à cacher ça, à cacher cette résistance juive. Ne tombons pas dans ce que souhaitent Israël et ses amis, ne tombons pas dans ce piège de globaliser les Juifs. On accuse ceux qui combattent le sionisme d'être antisémites. C'est le prétexte pour empêcher que la communauté internationale ne prenne des sanctions. Mais les véritables antisémites, ce sont ces gens-là qui soutiennent les fascistes israéliens. Donc, c'est cette question-là qui m'a poussé à poser la question de déconstruction suivante. Mais comment faire pour que l'humanité progresse? Parce que là, on est dans
une dérive totale. Comme d'habitude, je rappelle la définition des termes que nous utilisons, parce qu'on parle d'humanité, humanité, mais pour que nous sachions exactement de quoi nous parlons. Deux éléments de la définition, il y a beaucoup de sous-définitions, mais les deux éléments clés sur lesquels je vais insister, c'est que derrière le terme humanité, nous voyons l'ensemble des hommes et des femmes, c'est-à-dire du genre humain, constitué comme un tout, un être collectif. Et dans cette conception-là, un homme ne peut pas exister s'il n'est pas dépendant de l'humanité. Donc, c'est cette notion de globalité, tout le monde, c'est monde, dirait-on en créole. Et puis, deuxième élément, il y a une connotation positive quand on dit que l'humanité, c'est le caractère ou le comportement d'une personne qui manifeste pleinement son appartenance au genre humain, notamment à travers la bonté, la bienveillance pour ses semblables. C'est cette idée-là que nous avons de l'humanité quand nous développons le thème. Inversement, nous entendons parler de plus en plus de crimes contre l'humanité. Donc, qui commet des crimes contre l'humanité? C'est ceux qui s'opposent justement à l'idée de considérer tout le genre humain comme un ensemble et qu'entre les individus de l'espèce humaine doivent prévaloir les sentiments de bienveillance, de bonté. Donc tous ceux qui s'opposent à ça, s'opposent à l'humanité. Et quand on parle de crimes de l'humanité, en général, on parlait principalement des régimes militaires, des putschistes, des nazis qui massacraient, qui envoyaient des gens fous crématoires, qui faisaient des crimes. Alors, dans l'esprit collectif, sous l'influence des médias occidentaux, des livres d'histoire occidentaux, crimes contre l'humanité, c'est Hitler seulement. Les crimes contre l'humanité de masse ont existé bien longtemps avant Hitler et ont été commis par tous ceux qui dénoncent Hitler. Les barbaries que les colonialistes ont fait en massacrant des Amérindiens, en massacrant des Africains, en les asservissant, n'ont rien à envier à Hitler. Les crimes contre l'humanité sont intrinsèques au système impérialiste. Et on détourne l'attention sur Hitler, mais c'est une question qui est beaucoup plus globale que nous devons rechercher dans l'histoire pour ne pas nous laisser influencer par les larmes de crocodile de Macron ou qui que ce soit. Mais au-delà de ces crimes violents militaires, le crime contre l'humanité n'est pas que une action militaire. Prenons deux exemples. Quand des agriculteurs français là manifestent violemment pour qu'on continue à utiliser des pesticides, des insecticides qui sont cancérogènes, qui tuent la planète, qui tuent l'écosystème, etc., c'est un crime contre l'humanité parce qu'ils savent que ça aura une incidence sur le climat, que ça aura une incidence sur la santé des êtres humains, donc pas de bienveillance, et que c'est quelque chose qui tue massivement. C'est un crime contre l'humanité. Alors c'est soft, ce n'est pas reconnu comme tel, mais quand nous combattons l'usage des pesticides, nous combattons un crime contre l'humanité. Ce que les Français ont fait en Martinique, c'est un crime contre l'humanité en mettant sciemment des produits, alors qu'on dénonçait cela à l'époque, qui font qu'aujourd'hui, nous avons des morts tous les jours de cancers divers suite à une volonté politique décidée du haut. C'est un crime contre l'humanité. Un autre exemple pourrait être vu à un niveau moindre, mais qui est un crime contre l'humanité, je l'expliquerai. Quand, cette semaine-là, nous entendons le gouvernement français dire « Nous allons faire preuve d'humanité » en acceptant des médecins venant du tiers-monde, alors que nous rejetons tous les autres à la mer, dans les centres de rétention, c'est un crime contre l'humanité.
Pourquoi c'est un crime contre l'humanité? Parce qu'on sait que les pays dits développés concentrent les soins, les moyens d'opérer tout, et que dans les pays du tiers-monde colonisés, dominés, il n'y a pas de médecin, que les gens meurent parce qu'ils ne peuvent pas être soignés. Donc, le peu de gens qui sont là, on leur dit, bon, nous rejetons votre population, nous rejetons les travailleurs immigrés qui envoient de l'argent dans leur village pour se faire soigner, mais nous vous disons de venir chez nous pour soigner nos malades. C'est un crime contre l'humanité. Ce sont des populations entières. Alors, c'est soft, on ne voit pas ça, mais la notion de crime contre l'humanité ne doit pas être liée seulement à l'usage des armes ou au faux crématoire. C'est une politique génocidaire dont le but est de tuer des masses de population assumée et par des gouvernements qui, par ailleurs, répriment ceux qui s'y opposent. Donc, voilà ce que je voulais dire concernant la notion de crime contre l'humanité. Et c'est ici qu'il nous faut insister sur l'idée que l'humanité fait partie d'un écosystème global constitué par l'environnement et le vivant, toutes les autres espèces vivantes. L'environnement et l'humanité font partie d'un écosystème. Un élément est indispensable à la survie de l'autre. Et faisant partie de cet écosystème, nous devons voir quel est le rôle des êtres humains qui ont des possibilités technologiques, qui ont des possibilités d'action beaucoup plus importantes, vous en conviendrez, qu'une espèce animale ou qu'une espèce végétale. Quelle est notre responsabilité dans la protection des écosystèmes et dont l'humanité? Aujourd'hui, nous avons, nous le répétons systématiquement, 5 fléaux qui détruisent le monde. Le plus important, c'est le dérèglement climatique. Et l'action humaine y est pour beaucoup. Avec catastrophes, fonte des glaciers, inondations. Cette semaine encore, on a vu un village englouti par une coulée d'iceberg, de glaciers. Donc, le plus important, c'est le dérèglement climatique. Les crises économiques, les guerres, le fascisme et le dérèglement sociétal, il n'y a plus de communauté. Ça, c'est quelque chose qui mène l'humanité, comme le reste de l'écosystème, à l'abîme. Et le principal responsable de ces 5 fléaux, c'est l'homme, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on qualifie de représentant de l'espèce humaine, l'homme. Puisque ce sont ces décisions qui, en dernière analyse, provoquent ces fléaux-là. Alors, il y a un terme qu'il est important de connaître, c'est l'androcène. Qu'est-ce que l'androcène? Je lis la définition. C'est un système d'oppression qui bénéficie à quelques-uns et qui nous envoie dans le mur, dans un monde où le profit est placé au sommet et où la nature n'est qu'une ressource. La transformation sociale appelle à revoir notre manière de penser pour trouver une autre manière d'être ensemble dans un monde enfermé dans un système de puissance et de conquête. Le terme d'androcène, je vous invite à aller fouiller sur cela, résume bien l'affaire. C'est que le système a pour résultat qu'une minorité, dans la recherche d'intérêts exclusifs de sa classe, de sa caste, détruit sciemment tout le reste. Je vous invite d'ailleurs à vous reporter aux travaux de Malcolm Ferdinand sur Habiter le monde pour les théoriciens, les étudiants. Vous y trouverez une mine importante pour la réflexion sur cette question-là de l'Anthropocène. Alors, tout cela nous amène à dire que si nous, là, ceux qui sont conscients de ces dangers, n'agissent pas aujourd'hui, parce qu'il y a une urgence absolue, si on ne s'implique pas dans la lutte pour combattre le système
qui génère ces fléaux-là, eh bien, nous tous allons payer les conséquences. Alors, tous ceux qui rêvent de vivre dans le luxe, qui ne pensent qu'aux choses matérielles, etc., se rendront compte que du jour au lendemain, tous les rêves peuvent être détruits parce que la nature aura le dernier mot. Alors, quand je dis cela, ça veut dire que nous, ceux qui sommes conscients, les écologistes, les révolutionnaires politiques, qui sommes conscients de cette urgence, devons nous mettre à l'esprit que nous avons deux choses à extirper de nos cerveaux pour pouvoir remplir notre mission. Premièrement, nous arracher à l'aliénation, c'est-à-dire les idées, les grilles d'analyse qui nous ont été données par les maîtres du système, leurs médias, leur culture, etc. Et deuxièmement, à ressouder les relations humaines que les maîtres du système s'emploient à détricoter systématiquement pour pouvoir rester au pouvoir et manipuler. Donc, il y a urgence que nous nous arrachions à l'aliénation et que nous travaillions au détricotage des relations humaines et à lutter contre le détricotage des relations humaines organisées par le système. Prenons un exemple, puisqu'on a parlé de Palestine. Des militants martiniquais conséquents qui luttent pour la culture ont eu l'occasion de dire « Nous ne soutenons pas les Palestiniens, nous n'avons pas de solidarité à manifester envers les Palestiniens. » Vous voyez les images des bébés brûlés, déchiquetés, des maisons écrasées palestiniens? Nous ne devons pas être solidaires. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, il y aurait eu des Palestiniens qui se seraient attaqués à des Noirs dans l'Antiquité. Vous vous rendez compte? Ce sont des intellectuels qui l'ont dit. Des gens qui, par ailleurs, travaillent contre le système. Est-ce que nous allons faire un jugement moral, dire c'est des voyous? Non, c'est la manifestation de ce qu'on appelle l'aliénation. Ça veut dire que le système, dans ce travail de détricotage des relations sociales, donne aux gens, et en particulier aux intellectuels, des grilles d'analyse. Par exemple, la grille raciste est reprise par beaucoup de gens qui luttent contre l'impérialisme français. Les Blancs. Ils ont fait aux Noirs ceci. Mais quand même, notre intelligence devrait nous pousser à aller lire, à fouiller dans l'histoire pour dire que, premièrement, ce n'est pas tous les Blancs. Il y a des Blancs qui étaient pauvres, qui étaient semi-esclaves à l'époque. Qu'il y a des Noirs qui collaboraient avec les esclavagistes. Et que la notion de blanc et de noir a été inventée par le colon pour justifier qu'il puisse dominer les peuples colonisés. Donc nous prenons la grille qu'il a inventée, nous prenons ces cases-là, et puis à partir de ça, nous disons, voilà, on va faire ci, on va faire ça, etc. L'être humain, on a dit que c'est un tout. Tous les êtres humains réagissent sur la base des mêmes ressorts. S'ils ont une bonne éducation au service du peuple, ils vont agir d'une façon. S'ils mangent bien, ils dorment bien, les choses, ils ont une façon. S'ils sont doctrinés, s'ils subissent des exactions, s'ils sont drogués, ils feront des choses négatives. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient indiens. Ce sera toujours la même chose. Et quand vous regardez, si honnêtement on regarde la réalité, si honnêtement on dit qu'il y a des gangs haïtiens qui ont la même couleur que nous et qui font des crimes, et puis qu'il y a des Français qui se battent pour aider les immigrés et qui sont pourchassés, on voit qu'on a quelque chose qui n'est pas clair. Si on a le courage de réfléchir, excusez-moi, j'aime donner des exemples personnels, c'est ma façon de voir les choses. En m'amusant dans la musique, j'ai fait un petit orchestre
Et un jour, un militant proche, courageux, en qui j'ai toute confiance, vient me dire, on m'a dit qu'il y a 2 blancs dans ton orchestre. Mais il y a un problème, il y a 2 blancs dans mon orchestre. Qui sont ces 2 blancs? Le premier, c'est un jeune professeur d'histoire-géographie qui arrive dans mon collège et qui vient me dire, Robert, j'estime inacceptable que quelqu'un vienne et enseigner l'histoire dans un pays dont il ne connaît pas l'histoire. Et il sait que je suis indépendantiste. Peux-tu me conseiller tous les livres qui me feraient connaître l'histoire du peuple martiniquais vu par lui-même? Voilà, l'un de ces... Qui vient 15 jours après me dire, Robert, je vais déménager parce que j'étais en colocation avec un autre blanc, un autre français. Il tient des propos racistes. Je ne tolère pas ça. Et ce bonhomme-là, enfin, je le considère comme mon fils, il avait la vingtaine. Les rapports avec les enfants, qui a appris à parler créole, etc. Mais comment puis-je dire le blanc? Je me permets de dire son prénom, je dis Charles, mon ami. Et puis, un militant révolutionnaire formé vient me dire, il y a un blanc dans ton orchestre. Le deuxième, très actif avec les élèves, très sympathique, etc., vient me dire, les Français, les Blancs de Taoutan m'ont invité dans une réunion pour me dire, on a constaté que tu fréquentes les Noirs, tu trahis la communauté. Je les ai envoyés balader. L'un d'entre eux a fait un coup de conditionnement, un coup de garde-boue, un coup de voiture pour essayer de me renverser. Pas vraiment faussé, mais pour essayer de m'effrayer. Alors, c'est un blanc. Non, c'est Renaud. C'est un frère, c'est un ami. Un militant politique formé vient me dire, il y a 2 blancs dans l'orchestre. Je suis désolé de prendre ces exemples-là, mais vous devez en chercher chez vous-même pour voir que on répète des choses par mimétisme, mais quand on prend la peine de réfléchir sur les bases de ce qu'on appelle l'humanité, on change. Et là, on change le rapport de force, parce qu'à partir de ce moment-là, on rallie tous ceux qui sont sains, qui sont vraiment pour l'humanité, contre l'ennemi. Parce que tous les racistes, tous les impérialistes, les suprémacistes, ils sont comme doigts de la main. Ils sont comme doigts de la main. Et ils vont faire bloc contre toute tentative de l'un ou de l'autre, noir, japonais, chinois, et qui ose remettre la domination occidentale en cause. Donc ce n'est pas une question de blanc. On ne peut pas nier l'existence de la race sociologique, les blancs qui se donnent des privilèges, qu'il faut dénoncer ça. Donc on ne va pas dire que les blancs n'existent pas, les noirs n'existent pas. Sociologiquement, ça existe comme couche, résultat du système. Mais si on cherche des solutions pour renverser le système sur la base des grilles qu'ils ont établies, on est sûr de ne gagner aucun combat. Donc au contraire, il faut gagner notre humanité. Et cela ne concerne pas seulement les Blancs. Ça concerne le détricotage social dont j'ai parlé au sein de notre peuple. Quand nous disons les jeunes sont comme ça, les jeunes ne sont pas comme ça. Il y a des jeunes qui font ceci, des jeunes qui font cela. Les femmes sont comme ça. Les hommes sont comme ça, etc. Les immigrés sont comme ça. Les Haïtiens sont comme ça. Les Saint-Luciens. Mais enfin, notre humanité et notre intelligence, notre raisonnement doit nous dire, mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Les êtres humains sont tous différents. Ils ont des histoires différentes. Et donc, je dois m'acharner à établir des ponts avec ceux qui sont humains, qui développent de l'humanité, pour qu'avec eux, nous travaillons à renverser le système. Et il y a des règles que nous devons toujours avoir en tête.
Refuser de se remettre en cause, c'est cautionner l'inacceptable et perdre sa propre humanité. Refouler sa conscience, faire semblant de ne pas réfléchir, envoyer ça quand quelqu'un nous fait la remarque, ah mais non, ça c'est politique, ça c'est idéologie, c'est être directement complice du crime contre l'humanité et du détricotage social organisé par la classe dominante occidentale précisément. Alors, d'ailleurs, ce qui est triste à dire, c'est que ceux qui font ce choix de la soumission, de la politique de l'autruche, détruisent leur propre humanité. Ceux qui acceptent de servir de larbin aux classes dominantes détruisent leur humanité. Vous savez ce que sont devenus les vétérans qui tuaient et qui violaient, qui répandaient de l'agent orange au Vietnam. Vous savez ce qu'ils sont devenus? L'écrasante majorité d'entre eux a des problèmes psychiatriques, ont fini SDF, sont rejetés par la société, se suicident et au retour battaient leurs femmes, étranglaient leurs enfants. C'est là. Les soldats israéliens, pas ceux qui résistent, qui disent non, je refuse d'aller, mais ceux qui se réjouissent de bombarder, d'écraser les citernes, vous croyez que leur tête va rester équilibrée? D'autant plus qu'ils vont perdre la bataille finale. Et qu'ils sont traités comme les collabos étaient traités après la libération de Paris. Obligés de cacher, de se fuir. Et ils détruisent leur humanité. Mais ils perdront parce que l'humanité est vouée à avancer et l'humanité va gagner ce combat-là. Donc, quand on a compris tout cela, on doit dire, bon, j'ai vraiment envie que la société change. Mon objectif, c'est qu'il y ait une vraie révolution. Donc, je dois me remettre en cause. Je dois voir où je pêche. Je dois étudier ce que je ne sais pas. Je dois analyser, je dois écouter, surmonter les barrières avec humilité. Si je ne fais pas ça, je peux crier dans la rue, c'est du vent. D'ailleurs, tous ceux qui ont pris cette voie-là, excusez de jouer aux vieux combattants, ils ont fini, on dit chez nous, ils ont fini mal. Ils ont fini isolés. Ils ont fini dans des voies de garage parce qu'ils se sont coupés de l'humanité et qu'ils ont perdu leur propre humanité. Si on n'a pas le courage, avec humilité, de comprendre, de connaître, de dire, mais ils nous ont manipulés. Ils veulent que chaque partie de la société soit de son côté, l'individu, le citoyen. Et je ne dois pas être récupéré, je ne dois pas être organisé, je suis. Mais tout cela finit mal. Parce qu'on ne peut pas vivre si on n'est pas en harmonie sociale. Si on ne commence pas par se changer. Et d'ailleurs, ce que j'aime à répéter, c'est que celui qui prétend vouloir changer la société, vouloir la révolution, et qui n'est pas capable de dire « je dois me transformer » pour avoir un comportement valable dans son foyer, dans son quartier, premièrement, il se fait des illusions, il n'ira nulle part, mais il contribue au maintien du système. Par contre, celui qui fait l'effort de s'amender, de réfléchir, de se corriger, parce que nous tous faisons des erreurs, s'il fait ce travail-là, il transforme la société parce que son environnement dit, eh bien, voilà un modèle, voilà ce qu'on devrait faire. Et vous aurez remarqué, ceux qui sont dans les milieux révolutionnaires, syndicalistes, politiques, tous les militants et militantes qui sont conséquents voient les gens avoir des relations correctes avec eux, leur demander des conseils. Et l'image se reproduit et la pratique se reproduit. Donc, transformer le monde, vous voulez ça? Eh bien, commencez par vous transformer vous-même, autrement c'est de l'hypocrisie et de l'agitation stérile. Alors, on va comprendre que si moi j'ai des difficultés à me transformer, comment puis-je juger les autres? Perdons cette pratique
d'être juge systématique. Il n'a pas fait ça. Il aurait dû faire ça. Il n'est pas conséquent. Vous ne connaissez pas les conditions de vie. Vous ne connaissez pas les problèmes psychologiques. Vous ne connaissez pas les préoccupations des uns des autres. L'accès qu'il a ou pas aux informations. Arrêtez de jouer au juge. Vous condamnez sans connaître. Aidez cette personne-là, écoutez, donnez une part de votre expérience pour permettre que l'ensemble, le tout, l'humanité puisse progresser ensemble. Et je terminerai en disant que l'interaction entre les militants au sein du peuple est indispensable, mais surtout l'interaction entre les peuples. L'internationalisme. On a parlé des différents peuples qui ont émigré sur toute la surface de la planète. Il y a des peuples qui ont eu des histoires très différentes. Il y a eu des classes dominantes dans presque tous les pays et qui ont formé une super classe qui domine tout le monde. Mais dans tous les continents, il y a des couches populaires qui se sont adaptées à l'environnement qu'ils découvraient, qui ont trouvé des méthodes pour se soigner, pour cultiver, qui se sont adaptés au climat, etc. Et on ne réalise pas que si toutes ces expériences-là sont mises en commun, chacun voyant ce que l'autre fait de bon, que c'est l'humanité qui va apporter des réponses à ces problèmes. L'impérialiste voit une plante en Martinique qui est utilisée. Il va interdire au peuple de s'en servir, il va mettre ça dans la pharmacopée française, et puis il va faire de l'argent. Mais ce peuple-là connaît une plante, cet autre-là connaît une autre plante. Si sans barrière commerciale, sans critères de recherche de profit, ces peuples-là échangent leur savoir, leur expérience, c'est un bond fantastique qui pourra être possible en matière de construction, en matière de prévention, etc. La véritable connaissance, c'est chez les peuples qu'elle se trouve, et nous avons besoin de cet internationalisme-là pour pouvoir régler les problèmes de l'humanité, notamment les 5 fléaux dont j'ai parlé tout à l'heure, environnementaux, économiques, etc. Nous avons besoin de cela. Et nous allons vous inviter à aller lire les paroles de la chanson « L'Internationale » qui est chantée dans tous les mouvements ouvriers, traduite dans toutes les langues, qui a été le moteur des luttes ouvrières et sociales pendant des siècles. Et vous verrez que cet internationalisme-là a fait les populations progresser malgré l'impérialisme. L'internationalisme qui a fait que les peuples se mobilisaient pour soutenir le Vietnam, cela a fait le peuple avancer. Le combat qui a commencé à être mené pour la lutte contre les violences policières, là, la formule pour dire que la vie du noir compte, Black Lives Matter, ça a fait les choses avancer. C'est les peuples qui doivent recréer l'internationalisme de façon à avoir la puissance suffisante pour éradiquer ce système qui est déjà en déliquescence. Et nous verrons que l'humanité n'a cessé de progresser malgré les retours en arrière et tout ça, et qu'elle fera un bond fantastique. Voilà le thème que je voulais développer aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour de nouvelles informations, de nouveaux commentaires. Et je vous laisse avec notre morceau fétiche, camarade.